Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, Les chrétiens et l'esclavage, une histoire contrastée, livre écrit par Jean-Pierre Motambo, publié chez Artege. Voici ce que nous pouvons lire en page 9 de cet ouvrage très intéressant et très instructif. 1775. Le navire, le marquis de Lévis accoste au port de Nantes. À son bord se trouve un planteur de Saint-Domingue, Isaac Mendes France, accompagné de 3 de ses esclaves. Très vite, ces derniers s'aperçoivent qu'ils sont les seuls esclaves présents sur le territoire français métropolitain. Ils saisissent alors d'une requête le procureur du roi pour demander leur libération et le versement d'indemnités de la part de leur maître. L'arrêt de la Cour de justice, qui s'appuie sur un édit du roi de France Louis X le Hutin, est sans appel. Le sieur Isaac Mendes France est condamné et ses esclaves libérés. En effet, le texte royal, celui de Louis X le Hutin, promulgué le 3 juillet 1315, est parfaitement clair. Le sol de France affranchit l'esclave qui le touche, car selon le droit de la nature, chacun doit naître franc, libre. Et le roi d'ajouter, considérant que notre royaume est dit et nommé royaume des Francs, et voulant que la chose en vérité soit concordante avec le nom, par délibération de notre conseil, avons ordonné et ordonnons que généralement, par tout notre royaume, franchise, liberté, soit donnée. Fin de citation. Donc dès le départ, voilà, le cadre est posé. Le royaume de France, il n'y avait pas d'esclavage dans le royaume de France, grâce à cet édit de Louis X le Hutin. Il y a un autre passage que je vais vous lire, pour bien rappeler que bien avant déjà Louis X le Hutin, c'était déjà la coutume. Nous trouvons les prémices de ce nouvel état d'esprit dès les 7e, 8e et 9e siècles. Auparavant, il y avait souvent eu des affranchissements individuels, mais nous sommes ici en face d'une transformation majeure, d'une révolution des esprits. La société tout entière ne devait plus reposer sur l'esclavage. C'est peut-être la reine Bathilde, ancienne esclave et épouse du roi mérovingien Clovis II, qui en fit à l'époque le plus dans ce domaine. À la mort de son mari en 657, elle exerça la régence et interdit les marchés d'esclaves sur ses terres, tout en rachetant la liberté de nombreux captifs. L'Église la canonisa au IXe siècle. Les siècles qui suivirent continuèrent ce processus, d'où cette constatation tirée du dictionnaire Moore, MOU2RE. Dès l'époque carolingienne, l'esclavage disparut presque complètement, affranchi ou non. L'esclave, sous l'influence de l'Église, était maintenant considéré comme une personne. Donc vous voyez, on n'a pas attendu, nous les catholiques et les royalistes, le 19e siècle, voire même le 20e siècle, pour condamner et dénoncer l'esclavage. Alors oui, il y a aussi un autre sujet dont on parle pas assez, c'est le fait que il n'y a pas que la sphère européenne qui a pratiqué l'esclavage, et on peut lire en page 16. En revanche, ce dont les médias parlent moins, c'est que l'Afrique subsaharienne pratiquait également l'esclavage. On ne voit pas pourquoi il en serait allé autrement. Les Africains n'étaient pas différents des Romains ou des autres peuples antiques. La victoire militaire se soldait par la réduction en esclavage d'une partie des forces ennemies, les rapts, les razzias sur des villages éloignés, méthode de plus en plus utilisée lorsque se mit en place la traite musulmane, ressemblait à ce qui se passait dans les civilisations Aztèques ou Mayas. Par conséquent, il serait erroné de croire que l'esclavage des Noirs commença par le commerce triangulaire européen. Je relis cette phrase parce qu'elle est très importante. Par conséquent, il serait erroné de croire que l'esclavage des Noirs commença par le commerce triangulaire européen. Comme le souligne Olivier Pétré-Grenouillot, dont la synthèse sur les traites négrières fait autorité, l'un des plus grands apports de la recherche de ces dernières décennies, reconnu par l'ensemble des historiens, toute école confondue, est le fait que l'Afrique noire n'a pas seulement été une victime de la traite, elle a été l'un de ses principaux acteurs. Il est clair que si l'Afrique noire n'avait pas connu certaines formes d'esclavage, les traites d'exportation s'y seraient sans doute difficilement développées. Alors je poursuis sur la lecture de cet ouvrage, sur certains passages qui me semblent très éclairants. Je fais cette lecture pour vous donner envie, de lire le livre. Autre remarque.
Les Africains ayant participé et contribué à l'essor de la traite ne l'ont pas fait pour complaire aux négriers du dehors ou parce qu'ils auraient été contraints d'agir ainsi. Les études de Patrick Manning et de Martin A. Klein ont montré que, même au plus fort des traites atlantiques et orientales, entre un tiers et la majorité des captifs restèrent en Afrique noire, au service d'un potentat local, notamment les femmes et les enfants. Il ne faut pas imaginer que les Africains étaient solidaires entre eux parce qu'ils avaient la même couleur de peau. Les Français ont bien fait 3 fois la guerre aux Allemands entre 1870 et 1945, alors que les deux camps étaient blancs. On ne voit pas pourquoi les Africains auraient raisonné autrement. La traite réside notamment dans l'absence d'un sentiment d'appartenance à une même communauté africaine. Africaine entre guillemets dans le texte. Les innombrables guerres intra-africaines aujourd'hui rappellent combien les barrières ethniques sont puissantes en Afrique. Donc vous voyez, hein, on oublie de parler de la traite musulmane, de la traite effectuée par les Noirs eux-mêmes à l'égard de leurs compatriotes. En page 20, on peut lire: c'est également l'islam qui inventa les traites orientales et transsahariennes, c'est-à-dire le trafic et le transport des esclaves sur de longues distances, à travers le Sahara, l'océan Indien ou la mer Rouge. Elles durèrent du 7e au 19e siècle. Elles commencèrent donc bien plus tôt que celles des Européens, tout en s'éteignant plus tardivement. Elles déportèrent au minimum 17 à 18 millions de personnes, avec une forte accélération à partir du XVIIIe siècle. Au minimum, car l'historien économiste professeur à Harvard et au Collège de France, Paul Bairoch, B-A-I-R-O-C-H, quantifie lui la traite négrière musulmane à 25 millions de personnes. Par comparaison, la traite atlantique, occidentale, dura du XVIe au XIXe siècle et déporta au maximum 11 millions d'esclaves, avec là aussi un pic au XVIIIe siècle. En fait, plus les îles sucrières se développaient et avaient besoin de main-d'œuvre pour les plantations, plus la traite était importante. C'est ainsi qu'en un seul siècle, 1750-1850, plus de 7 millions d'esclaves furent déportés, alors que pour la période courant de 1520 à 1600, on estime que leur nombre est proche des 270 000. Donc voilà, ces chiffres sont toujours intéressants, à la fois pour comprendre l'horreur de cette activité inhumaine, et également pour dire que les Européens ne sont pas les seuls responsables de l'esclavage. Et encore une fois, on a toujours, certains ont toujours l'idée de tout mettre sur le dos des chrétiens, en oubliant le rôle qu'ont pu jouer d'autres civilisations ou d'autres religieux ou d'autres religions. Il y a aussi une légende noire par rapport à la guerre de sécession, hein, qui est abordée dans cet ouvrage. La principale raison de la guerre de sécession n'a pas été la lutte contre l'esclavage, mais un conflit entre deux visions politiques, confédération-fédération, et entre deux cultures, agricole industrielle, rurale urbaine, libre-échangiste, protectionniste. Comme le souligne l'Encyclopédia Universaliste, sans doute Lincoln était-il hostile à l'esclavage, mais plus encore, fervent partisan du maintien de l'Union. Lorsque plusieurs États du Sud firent sécession, la question de l'esclavage était singulièrement dépassée. Un fait ne trompe pas, le général Lee, très grand général, ça c'est un commentaire personnel, chef des armées sudistes, avait depuis longtemps affranchi ses esclaves, ce que le général Grant, chef des armées nordistes, ne fit qu'à la fin du conflit. Le film de Spielberg, Lincoln, montre bien que la loi interdisant l'esclavage a été votée de justesse par les États nordistes, en corrompant les députés, soit dit en passant, 2 mois seulement avant la fin de la guerre. La fameuse déclaration d'émancipation du 22 septembre 1862 ne s'appliquait qu'aux esclaves des États sudistes, c'est-à-dire dans des États où le pouvoir nordiste n'avait plus d'autorité. Donc vous l'avez compris, hein, c'est un ouvrage vraiment très intéressant. Ils enseignent que l'esclavage a été aboli en 1848, et en fait c'est faux, hein. Dès le 6e, 7e siècle, on voit bien qu'en France, il y a la volonté du pouvoir royal d'interdire l'esclave. Il y a le fameux édit de Louis X Louis X le Hutin promulgué en 1315. Et en fait, c'est vraiment important de comprendre cette réalité, c'est que il ne faut pas faire des chrétiens les acteurs majeurs et uniques de l'esclavage, parce que ce livre rappelle que l'Église catholique, non seulement elle a combattu l'esclavage, mais surtout elle a permis également, de par une réflexion intellectuelle, philosophique, anthropologique, sa disparition en attaquant justement les fondements idéologiques de l'esclavage.
Voilà, la liberté, bien évidemment, elle n'est pas que collective, elle est aussi individuelle. Et c'est important parce que l'Église, justement, elle a toujours prôné le caractère universel de l'être humain. Donc c'est un ouvrage court, très instructif, qui va vous raconter l'histoire de l'esclavage à travers les âges, sur différentes sphères civilisationnelles, même si on s'occupe principalement de l'Europe chrétienne. Il y a également des liens avec des études comparatives avec la traite négrière faite par les Africains eux-mêmes, le rôle de l'islam et de l'esclavage. Donc voilà, lisez cet ouvrage. Euh, Encore une fois, voilà, il est important de s'en tenir aux faits et de ne pas être dans l'idéologie. Donc lisez cet ouvrage, Les chrétiens et l'esclavage, une histoire contrastée, chez les éditions Artege.